Célébré chaque 25 mai, 52 ans après, l'Afrique se cherche toujours. L'Union africaine a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine OUA. L'OUA a été créée le 25 mai 1963 avec son siège à Addis Abeba en Éthiopie. Lors de cette conférence des États africains indépendants, la charte de l'OUA a été signée par les chefs d'État et de gouvernement de 30 des 32 États africains indépendants à l'époque. Le Maroc s'est retiré par la suite de l'OUA en 1985 après l'admission du Sahara occidental. L'acte constitutif de l'Union africaine a été adopté lors du sommet de l'OUA à Lomé le 11 juillet 2000. Le sommet de Lusaka en 2001, lors de la 37e session ordinaire, les dirigeants africains ont adopté le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Des événements d'intégration régionale de l'Organisation de l'Unité africaine à l'actuelle Union africaine dans le contexte des efforts continentaux qui visent à intégrer par la formation et la collaboration des communautés économiques régionales et leurs États membres. Depuis 52 ans, toutes les lacunes ne sont pas comblées. L'organisation a du mal à réaliser le rêve de l'union entre les États, à plus forte raison de l'unité. Hormis les problèmes de fonctionnement des institutions à l'interne, la démocratie et l'alternance politique ont du mal à se concrétiser. Certes, après 52 ans, les maux des Africains persistent avec ses corollaires de division au sein de l'UA et le défi demeure la lutte contre la faim, la pauvreté. Que de chemin à courir. Inquiéter, écouter afin de trouver des solutions idoines aux préoccupations de la jeunesse en quête d'emploi sont entre autres l'objectif que s'est fixé le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Ce lundi 25 mai, le ministère a lancé son projet de consultation nationale de la jeunesse guinéenne sous le thème Nos jeunes ont du talent, qui se tient dans les 8 régions du pays et au sein de la jeunesse de la diaspora guinéenne. Pour la première fois en Guinée, l'État va donner la parole aux jeunes Guinéens. L'État va écouter leurs demandes, l'État va tenir compte de leurs propositions, de leurs idées, de leurs recommandations pour répondre au plus près aux besoins. Il va s'agir concrètement d'impliquer, d'associer, de faire participer les jeunes Guinéens à la prise de décision qui concerne leur avenir, leur futur, le futur de la Guinée. Nous ne pouvons plus continuer de décider pour cette jeunesse sans tenir compte de son avenir. Cette jeunesse a du temps, elle a des idées. Elle sait ce qu'elle veut pour elle-même. Elle peut être force de proposition. Nous devons l'écouter. Sur l'accès à l'emploi, au transport, à la santé, au logement, sur la pratique de la citoyenneté, de la pratique de la démocratie, sur l'accès à la culture, au sport, etc., la République de Guinée a décidé d'écouter sa jeunesse, qu'elle soit instruite ou non, alphabétisée ou non, sans emploi ou non, fille ou garçon, urbaine ou rurale, vivant en Guinée ou de la diaspora, etc. Pourquoi maintenant, me direz-vous? C'est très simple. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a des retours de terrain sur ces projets. Et personnellement, j'ai sillonné le pays. J'ai rencontré les jeunes. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Ce projet apolitique donne l'opportunité aux jeunes diplômés ou non de présenter leurs initiatives et inquiétudes afin que ces exigences soient prises en compte. Le tour que moi j'ai eu à faire à l'intérieur du pays, je me suis rendu compte que les préoccupations des jeunes dans les sous-préfectures les plus distantes de la capitale ne sont pas les mêmes que les jeunes à l'intérieur du pays ou dans les chefs-lieux. Et là, c'est ce travail de terrain qui m'a permis de cerner cela. Mais je pense qu'il faudrait le faire dans un cadre plus global, cette fois-ci, réellement donner la parole aux jeunes, parce que le premier travail que nous avons fait n'était pas nécessairement de la consultation générale et nationale, mais c'était de sillonner, de recenser certains problèmes. Cette fois-ci, nous voulons toucher l'ensemble des jeunes de la République de Guinée pour que nous puissions, en tout cas en fonction des politiques que nous allons mettre en place, préconiser quelque chose de plus potable et de plus sécurisé. Dans le déroulement, 8 commissaires seront recrutés dans le but de veiller à l'application du fonctionnement du projet. Cet étudiant estime son souhait d'y participer.
1535, c'est le numéro vert mis à disposition pour tout jeune qui solliciterait soumissionner ses besoins. Ce projet Nos jeunes ont du talent permet de renforcer l'employabilité dans tous les secteurs du pays. La caravane agricole suit son cours. Situé à 13 km du chef-lieu de Boké, c'est le village agricole de Denken qui a abrité ce week-end la deuxième étape de cette caravane. Constituant un outil de développement du service agricole, c'est un moyen de communication et de renforcement des capacités des paysans. Bien que nous avons plus de 14 années d'expérience dans le labour et le semis, nous sommes des nouveaux paysans, mais savoir que c'est ça qu'il faut mettre, on n'a jamais essayé ça. Donc la présence de cette caravane, c'est une joie immense pour moi. Parce qu'ils nous ont expliqué, nous recevons de l'engrais, l'urée, triple 17, nous jetons tout le temps comme ça. Il paraît arriver à un seuil, ça devient toxique. C'est pour cela que je suis pressé de suivre la formation de nos techniciens qui ont été au Maroc. Donc je crois que je suis le premier bénéficiaire de cette caravane. Cet autre affirme que cette caravane leur permet de bénéficier sur leur production. Avant, il y a des gens qui aimaient certaines choses, ils ne gagnent rien. Aujourd'hui, ce qui manquait, ça s'est fait. Le caravane agricole, là, ça va découvrir ce qui manquait. C'était par manque d'expérience. Donc l'expérience maintenant, il nous a donné la voie pour sortir de ce tunnel. Quant à la ministre, il n'y a pas d'agriculture moderne sans la connaissance du sol. Ici, à Duncan, nous sommes chez un paysan, chez un producteur. C'est tout un symbole. Et toute la population agricole de Boké va se retrouver et va pouvoir apprendre, écouter, échanger avec tous les techniciens qui sont là pour leur passer des messages d'itinéraire technique, d'amendement de sol, et eux aussi les écouter et savoir quels sont leurs problèmes. Si beaucoup d'engrais fait que les produits agricoles pourrissent, on va leur donner des réponses. Qu'est-ce qu'il faut pour que le riz puisse, à quel moment il faut appliquer les engrais? Autant de questionnements qui vont certainement faire l'objet d'échanges entre les paysans et les techniciens. Il est à signaler que la cartographie des sols est gratuite et que la caravane s'étendra dans les 33 préfectures. Mais Jacqueline Sultan demande à tous les paysans d'être structurels pour une agriculture rentable et professionnelle. Dinguiraye, localité de la Haute-Guinée, située à plus de 600 km de Conakry, au nord-est de la Guinée, la cité d'El-Hadj Oumar Tall manque presque de tout. Ville minière, à l'image d'une ville orpheline, l'hôpital préfectoral, avec une architecture moderne, dotée de tous les compartiments dignes d'un centre hospitalier, manque d'équipement, de matériel et même de personnel. Ça nous crée parce que même le bilan, qu'on ne peut pas faire le bilan à temps. Parce que le Stop Alu nous a envoyé un appareil dont la valeur, on nous a dit que ça coûte 250 millions. Mais nous n'avons pas de courant pour alimenter ça. Des salles avec des lits insuffisants et pour les quelques lits existants, certains sont dépourvus de matelas. Les patients se couchent sur des nattes ou à même le sol. Souffrant du manque d'électricité, les médecins ont du mal à faire fonctionner les peu d'appareils dont ils disposent et parfois ont du mal à faire les interventions chirurgicaux. Bon, pour le problème d'électricité, je dis que c'est le gros problème à l'hôpital de Dinguiraye. Nous n'avons que quelques mois où le Baratinkiso de Dabola nous envoie le courant. Mais, par exemple, ce matin, au mois où on doit faire des opérations, vous savez, les urgences viennent sans que vous ne soyez informés. On n'a pas le courant. Ça nous emmerde tellement. Donc, le moteur qui était là, qui nous alimentait, actuellement, le moteur est en panne. Le grand groupe électrogène défectueux, l'hôpital ne dispose que d'un petit groupe qui permet aux différents services de fonctionner par rotation. Quand on le petit moteur, on envoie là-bas, le labo est alimenté, mais le bloc opératoire n'est pas alimenté. Donc, tous les jours, il faut faire la goutte épaisse pour savoir si c'est de quelle source on a à faire. Donc, quand on analyse au laboratoire, le bloc opératoire n'est pas alimenté. Et si on envoie au bloc opératoire, le laboratoire n'est pas alimenté, l'usine n'est pas alimenté. Donc c'est le gros problème. Malgré le manque d'équipement et de matériel dans cet hôpital, cette femme se dit satisfaite des services des médecins.
ndeng nya sela lo men ancien bedebedeli ndegere kan malo ngonde ndi bwaro mais ka bondo ma simbidi tamene juma tamene hanyan no mi doti vraiment do tro ñu na di baraninde. Toutefois, le directeur de l'hôpital sollicite l'aide des autorités ainsi que des bonnes volontés afin de doter l'hôpital d'électricité. Si on pouvait avoir quelqu'un pour nous aider à nous envoyer des panneaux solaires pour installer, je crois que tout allait mieux. Dinguiraye, préfecture minière, a son plus grand hôpital à l'abandon. Une situation qui mérite des interrogations quant à la gestion des redevances que payent les sociétés minières installées dans cette localité. Je me trouve actuellement à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui est en ébullition à l'approche du début des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, il est quasiment impossible de trouver ici un hôtel qui n'affiche complet, tant l'affluence est grande et pour cause, cet événement a une double valeur symbolique. Premièrement, il signe le retour effectif de la Banque africaine de développement à son siège historique ici en Côte d'Ivoire, mais il marque également l'élection d'un nouveau président auquel Donald Kaberuka passera le flambeau. Alors plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont bien sûr au Sofitel, Hôtel Ivoire, dont les travaux sont quasiment terminés, les travaux de rénovation. Plusieurs chefs d'État, dont le président bien sûr du pays hôte, Alassane Ouattara. Il y aura également les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays membres qui feront le déplacement pour cet événement. Certains sont déjà arrivés. Et enfin, il faut savoir également que 2500 personnes à peu près sont attendues et vont participer à cet événement dont je vous ferai le point quotidiennement depuis Abidjan. Au Burkina Faso, les corps de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons tués en octobre 1987 lors d'un coup d'État sont exhumés ce lundi 25 mai à Ouagadougou, la capitale, en présence des familles des victimes. Après des années de blocage judiciaire, l'enquête sur ces assassinats pourrait connaître un tournant décisif avec ces opérations. Ces exhumations vont se faire sous la supervision de 2 experts burkinabés et d'un expert français. Identifier et authentifier par test ADN les victimes, déterminer la cause de la mort de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons tombés le 15 octobre 1987 sera la mission des experts. Ils rechercheront aussi si des projectiles ou des balles provenant d'une arme à feu ou autres ont provoqué des lésions sur les restes mortels trouvés. Toutes ces compétences seront mises à contribution pour nous permettre désormais d'identifier les restes du président Sankara. Pour le journaliste Alain Foka, réalisateur d'un documentaire sur Thomas Sankara, ces opérations d'exhumation sont nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire. C'était inéluctable. Je vais dire, on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Il est évident que lorsque le régime de Blaise Compaoré devait s'en aller, celui qui allait arriver allait essayer de faire la vérité dessus parce qu'il est devenu une icône pour la plupart des gens. Il n'était peut-être pas parfait, mais il a impulsé un mouvement et beaucoup de jeunes se reconnaissent en lui, donc il était logique que l'on sache ce qui s'est vraiment passé. Et puis il y a son épouse qui est formidable, qui a toujours lutté pour que la vérité soit établie. Donc à mon avis, c'est une fin logique. Et je pense qu'on va pouvoir savoir si c'est lui qui est dans cette tombe. Après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, la vérité sur la mort de l'ancien président burkinabé et de ses compagnons était l'une des premières revendications brandies par les familles et la société civile. Ainsi, pour la première fois, en près de 20 ans de procédure, un juge d'instruction avait été nommé et chargé d'enquêter sur cette affaire d'État. Ce sont les 5e élections générales d'Éthiopie. Des millions d'électeurs ont choisi dimanche le nouveau dirigeant ainsi que le Parlement. 58 partis politiques étaient enregistrés. Dans la capitale, il y en a 12 qui s'affrontaient. La dernière fois que j'ai voté, c'était il y a quelque chose comme 7 ans. Mais cette fois, je pense qu'il y aura beaucoup d'électeurs. Tout le monde utilise ces droits démocratiques. Tous les partis ont expliqué ce qu'ils pouvaient faire pour nous dans les 5 prochaines années. C'était clair. J'ai élu le parti qui, je pense, nous grandir dans tous les aspects pour les prochaines années. Les électeurs avaient de candidats à choisir. Et pour les nouveaux électeurs comme Errant 18 ans, c'était une expérience enrichissante.
En venant avec camaraderie les jeunes, vous pouvez faire que vos opinions soient entendues et en développant la nation, en apprenant plus, en vous engageant dans de nombreuses activités, vous pouvez développer votre pays et en venant voter, vous pouvez faire entendre vos opinions. Les observateurs de l'UA et la commission électorale sont contents de la manière dont le vote a été mené. La majorité des 100 centres de vote ont ouvert à l'heure et les procédures électorales ont été observées par les officiels électoraux. Aucun incident n'a été signalé. Tout se passe de manière satisfaisante et comme prévu. Un grand nombre d'électeurs dans tous les États régionaux, dans toutes les administrations de la ville, ont voté vraiment d'une manière incroyable. Mais les candidats de l'opposition ont accusé le parti dirigeant d'avoir procédé à des intimidations. Et dans le passé, l'Éthiopie a été critiquée pour son bilan sur les droits de l'homme. Al-Shabaab a attaqué 2 villages reculés au sud de Mogadiscio le week-end dernier. Des dizaines de personnes ont été tuées. La position de l'armée nationale de Somalie dans cet endroit a été de combattre et de repousser les assaillants. 3 engins explosifs de fabrication artisanale ont été découverts et notre équipe de déminage est en train de prendre la situation en main. La violence du week-end souligne une nouvelle fois comment il est facile pour Al-Shabaab de lancer des attaques, en particulier depuis que le groupe a adopté des tactiques plus brutales. Les civils font encore les frais de la longue insurrection du groupe. Al-Shabaab a changé de tactique. Il est passé à une guerre asymétrique. Quand vous êtes engagé dans une guerre asymétrique, de temps en temps, vous avez ce genre de tentatives d'attaque soudaine, des attaques surprises. Dans la capitale Mogadiscio, d'autres attaques ont été signalées également. Al-Shabaab a déjà ciblé des officiels du gouvernement, des membres du Parlement et aussi de l'ONU dans le passé. Les troupes somaliennes et de l'UA ont repoussé Al-Shabaab dans de nombreux fiefs du groupe lors d'affrontements conventionnels. Mais le groupe a évolué et il a adopté une approche asymétrique en lançant une campagne de guérilla. Avec ces dernières attaques, Al-Shabaab montre qu'il n'a pas épuisé encore toutes ses forces. En République démocratique du Congo, le climat politique se détend. Ce jeudi 21 mai, le parti de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi a accepté la proposition de dialogue national du président Joseph Kabila. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'UDPS, Bruno Chibala, qui a estimé que le dialogue était la meilleure solution pour mettre fin à la crise que le pays traverse. Le dialogue est la voie privilégiée pour arriver à un compromis par rapport à la crise que connaît le pays. Le but de ce dialogue doit être de mener à de bonnes élections différentes de celles que nous avons connues par le passé. Nous attendons la fixation de la date de ce dialogue. L'acceptation de ce dialogue constitue un revirement dans la ligne politique de l'UDPS. En effet, la formation politique avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir de Joseph Kabila depuis son élection en 2011, entachée d'irrégularités, une initiative saluée du côté de la majorité présidentielle. La démarche de l'UDPS d'adhérer à l'initiative du chef de l'État pour le dialogue national, moi je pense que c'est un esprit démocratique et qui prouve encore que le Congo est en train d'avancer. On va se mettre autour d'une table, tous les fils du pays, pour trouver des voies et moyens. Puisqu'on peut dire qu'on n'est pas des ennemis. Chacun a son choix politique. Donc pourquoi pas se mettre autour d'une table au lieu de prendre des armes ou des machettes, s'entretuer pour rien. En se mettant autour d'une table, on trouve des voies et moyens pour que notre pays aille à l'avant. Donc j'applaudis l'idée de nos frères de l'UDPS pour qu'ils soient ensemble, que tout le monde adhère à cette idée. L'idée du dialogue politique fait du chemin dans la classe politique et les adhésions se multiplient. Seule la plateforme de l'opposition, composée entre autres du mouvement de libération du Congo et de l'Union pour la nation congolaise, avait rejeté toute idée de dialogue avec le pouvoir. La Journée mondiale de l'Afrique est organisée chaque année pour fêter la formation de l'Organisation de l'Unité africaine. Un jour de mémoire pour célébrer les progrès faits par le continent pour plus de paix, de stabilité et de développement socio-économique.
Aujourd'hui, c'est l'occasion pour les fils et les filles de l'Afrique de célébrer et de se remémorer le parcours que nous avons traversé, allant de la lutte pour notre indépendance politique à la phase actuelle de la recherche pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Cette célébration est importante pour nous. Comme je dis, nous sommes ici pour représenter l'Afrique. Il est important que cette journée, nous la célébrions également dans le pays qui nous accueille. Vous savez que la Chine entretient des relations avec l'Afrique depuis la nuit des temps. Mais ces relations ont été formalisées depuis l'an 2000 à travers un cadre qui est le Forum de coopération Chine-Afrique. La Chine est en effet engagée dans le développement global de l'Afrique, de par ses nombreux apports dans le processus de reconstruction et d'émergence du continent. Cette année est le 15e anniversaire de l'établissement du Forum de coopération Chine-Afrique. Cette 6e réunion ministérielle se déroulera à la seconde moitié de l'année en Afrique du Sud. À cette occasion, nous allons travailler sur des domaines concrets. La première tâche est de définir les domaines majeurs à approfondir dans les 3 prochaines années. La deuxième tâche sera d'optimiser ces coopérations en encourageant les investisseurs chinois à produire localement et inciter le transfert de connaissances à la population locale. L'objectif étant de créer davantage d'emplois et de stimuler le développement économique local et durable. Cette soirée, organisée de main de maître, a été l'occasion de déguster différents plats du continent, mais également d'apprécier des prestations traditionnelles africaines. Chaque année, la communauté africaine et sa diaspora commémorent la journée de l'Afrique, symbole de l'unité, du succès et du progrès. Un vent de contestation a soufflé dimanche sur l'Espagne. Le parti au pouvoir est certes en tête des élections municipales et régionales, mais avec son pire score depuis près de 25 ans. Le parti populaire du chef du gouvernement Mariano Rajoy obtient 27% des suffrages et il est talonné par le Parti socialiste, l'autre grande formation nationale qui récolte 25%. Mais les véritables gagnants de ces élections, ce sont les listes anti-austérité et anti-corruption. Pour Podemos, dimanche était une journée historique. Eh bien, ce soir, il s'agit d'une nuit magique, une nuit historique en Espagne qui montre clairement la voie du changement. Cela a été pour nous une fierté et un honneur d'avoir été le fer de lance de ce changement. Et la gauche frappe fort, Barcelone et Madrid pourraient basculer du côté des indignés. À Barcelone, Podemos l'emporte d'une courte tête, 11 sièges, face au maire conservateur sortant qui obtient lui 10 sièges. La chef de file du mouvement anti-expulsion locative a fait toute sa campagne sur les thématiques sociales. Il y a beaucoup à dire, mais une fois savoir que ce dossier-là, c'est un dossier sur lequel en fait il était partiellement sorti vainqueur, en tout cas dans un premier temps, parce qu'il a été entre guillemets dénoncé par sa plus proche collaboratrice Shula Zaken, et là-dessus il a été reconnu, comme vous l'avez dit, coupable. Je pense que ses chances sont extrêmement faibles. La seule chose que les avocats pourraient plaider, c'est essentiellement le fait que c'est quelqu'un qui était Premier ministre, qui a donné pour la sécurité d'Israël, qui a donné sa vie. Enfin, ce serait des arguments de compassion, j'allais dire. Un triste message de voir qu'une personne qui a dirigé, qui était au règne de la direction du pays, est comme ça condamnée comme corruption. Et c'est un bon message pour montrer que finalement la justice est une institution qui est indépendante dans ce pays et qu'il n'y a personne qui est intouchable. C'est à la frontière avec la Thaïlande que les charniers ont été découverts. 139 fosses selon les autorités malaisiennes, mais le nombre de corps n'est pas encore connu. Nous avons découvert 139 de ce que nous croyons être des tombes. Nous ne savons pas ce qu'il y a dessous. La première équipe médico-légale est arrivée ce matin pour exhumer ce qu'il y a dedans. Les autorités malaisiennes estiment que les corps retrouvés appartiennent à des migrants détenus par des trafiquants d'êtres humains. Les forces spéciales de la police estiment que ces charniers sont le fait de trafiquants d'êtres humains. Par ailleurs, nous avons trouvé 14 camps abandonnés à proximité de la frontière
et nous croyons qu'ils étaient utilisés pour détenir des migrants. Des charniers identiques avaient été découverts au début du mois de mai de l'autre côté de la frontière en Thaïlande. Des restes humains avaient été alors déterrés et identifiés comme appartenant à des migrants bangladais et rohingyas. Des camps de transit abandonnés avaient également été retrouvés, ce qui laisse penser qu'il s'agit du même réseau de passeurs qu'en Malaisie. Depuis la découverte des charniers en Thaïlande, les autorités de Bangkok livrent une guerre sans merci aux passeurs. Et cela paye puisqu'il ne reste plus de camps de trafiquants sur le territoire thaïlandais. Mais il y a un revers à la médaille, la fermeté thaïlandaise complique la situation des migrants. Les passeurs abandonnent les bateaux en pleine mer. Des milliers de personnes se trouvent en ce moment à la dérive, sans eau ni nourriture.